Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des Fiorina Talks. Vous le savez, je rencontre ceux qui font l'actualité de l'école d'aujourd'hui et celle du futur, ceux qui imaginent des pédagogies, enfin tous ceux qui permettent l'alimentation de la réflexion dans un seul objectif, permettre à nos étudiants, quels qu'ils soient, de pouvoir progresser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Darbellet. Je lui laisserai le soin de se présenter, mais j'ai souhaité le rencontrer tout simplement parce que dans ma veille et dans mes radars sur Twitter est apparu le livre qu'il a coordonné sur les pédagogies alternatives. Et là, je me suis dit, tiens, il y a moyen, il faut en savoir un petit peu plus. Et il a gentiment accepté mon invitation. Frédéric, donc, bonjour. Merci encore d'avoir répondu si rapidement. Je suppose que derrière vous, ce sont que des livres sur l'éducation. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter? Avec plaisir. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation et l'intérêt porté à cette publication et puis l'ensemble des réflexions qui sont menées sur l'éducation du futur en particulier. Alors, je m'appelle Frédéric Darbellet, je suis professeur à l'Université de Genève, en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, et je suis engagé au sein du Centre interfacultaire en droit de l'enfant, centre que j'ai le plaisir également dans lequel je suis directeur adjoint, et mes travaux portent en particulier sur le travail interdisciplinaire dans la recherche et l'enseignement, et avec un intérêt tout particulier pour les problématiques éducatives, d'où ce livre que vous mentionnez à l'instant autour des pédagogies alternatives. Alors, on vient à ce livre. Pourquoi ce livre et un petit peu comment vous avez fait pour le rédiger et sur qui vous vous êtes appuyé? Tout d'abord, un intérêt qui est manifesté, c'est une thématique, les pédagogies alternatives qui sont assez largement médiatisées, dont on parle beaucoup, dont on questionne les fondements, les perspectives actuelles et futures. Et il s'agissait pour nous de comprendre un peu ce qui se passe autour de ces pédagogies alternatives. Donc c'est un peu une réponse, si vous voulez, en termes de recherche et de réflexion à une problématique brûlante. C'est aussi un intérêt de recherche. On mène par ailleurs des recherches exploratoires, en l'occurrence autour de ces pédagogies alternatives. Et il s'agissait de réunir un ensemble de spécialistes, principalement francophones, ayant travaillant sur les pédagogies alternatives dans différents établissements scolaires, et donc de faire, si vous voulez, un peu une synthèse de l'actualité de la recherche autour de cette question, sachant qu'il y a sur le marché éditorial beaucoup d'ouvrages qui portent sur les pédagogies alternatives, mais souvent présentent soit une série de pédagogies alternatives, soit un pédagogue en particulier, et qui font très régulièrement la promotion à juste titre de ces pédagogies alternatives. Et là, c'est un regard surtout de chercheurs en francophonie sur les pédagogies alternatives. Donc c'est un ouvrage issu de la recherche et qui a pour intention de partager assez largement ces réflexions avec le public spécialisé, mais également non spécialisé, et toute personne intéressée par ces pédagogies alternatives. Je note d'ailleurs que l'ouvrage est également en libre accès sur le site de l'éditeur, donc libre accès qui a permis de réaliser grâce à un soutien financier du Fonds national de la recherche scientifique. Et donc on essaie d'appliquer à nous-mêmes ces valeurs de partage aussi promues par ces écoles en donnant accès à tous à ce contenu de l'ouvrage. Voilà. Vous dites francophone, les chercheurs francophones, c'est-à-dire que c'est plutôt le monde francophone qui s'intéresse à ces pédagogies alternatives, ou alors c'est parce que le champ est trop vaste et vous vouliez le limiter? C'est plutôt une limitation, sachant qu'il y a bien sûr des recherches qui sont menées à l'international autour de ces pédagogies alternatives, mais il s'agissait de prendre, si vous voulez, la problématique par un fil en particulier, et en l'occurrence la communauté francophone qui est déjà très active, et d'établir un premier jalon de la recherche sur ces problématiques en se contentant de couvrir sachant que même en couvrant la francophonie, tous les gens travaillant sur les pédagogies alternatives ne sont pas nécessairement représentés dans cet ouvrage collectif. Les principaux y sont. On n'a pas non plus une prétention à l'exhaustivité. Et l'objectif étant aussi ensuite de passer vers une publication peut-être cette fois beaucoup plus large, internationale, avec des collègues à l'étranger.
D'accord. Alors, pédagogie alternative, si on devait donner une définition, quelle serait-elle? Alors, pédagogie alternative, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une grande diversité hein, sous cette étiquette globale de pédagogie alternative. Il y a d'une part les pédagogies issues d'éducation nouvelle, avec les grands pédagogues très connus, que sont Marianne Montessori, bien sûr en France, Freinet, également Steiner, etc. Ou de Crolly en Belgique, des pédagogues issus de l'éducation nouvelle et pédagogiques qui sont toujours actives et qui connaissent un vrai développement, en particulier si on pense à la pédagogie Montessori, nombre d'écoles qui s'ouvrent par année en Europe et à l'international. Donc il y a à la fois cette filiation avec l'éducation nouvelle et puis en parallèle et de manière interactive, euh, une grande constellation d'écoles dites alternatives qui sont par exemple les écoles en nature, donc les forest schools, les écoles éco-citoyennes, etc. Il y a vraiment une prolifération comme ça d'écoles alternatives qui s'inspirent parfois de ces courants de l'éducation nouvelle, les adaptent, les transforment et hybrident en quelque sorte des pratiques pédagogiques de différentes sources, de différentes inspirations. Donc on a vraiment l'idée à retenir, c'est qu'on n'est pas face à une communauté scolaire totalement homogène, intégrée. On a au contraire une grande diversité de pratiques, d'ancrage institutionnel, etc. Aussi des écoles qui sont parfois, en France, je crois qu'on appelle ça sous contrat, donc qui sont des écoles en quelque sorte reconnues et soutenues par l'État, donc à la fois publiques mais aussi privées, avec des interfaces et des échanges. Donc on est vraiment face à cette grande diversité d'écoles et d'inspirations en fait pédagogiques différentes. Alors, malgré cette diversité, est-ce qu'il y a des points communs et qu'est-ce qu'elles apportent de différent par rapport au système classique? Alors, on pourrait dire le point commun, c'est cette fameuse idée de l'enfant au centre. Donc, mettre l'enfant au centre du dispositif d'enseignement et d'apprentissage et, et, de mobiliser ensuite différents savoirs disciplinaires euh, pour contribuer à son développement. Mais c'est vraiment l'idée d'un décentrement de l'enseignant par rapport à sa pratique pour vraiment laisser à l'enfant sa place dans le dispositif et lui permettre de se développer, de s'épanouir dans un système participatif. Ça, c'est vraiment peut-être le point commun principal. Pour ce qui concerne les apports de ces pédagogies alternatives, on pourrait dire qu'elles n'apportent pas moins que ce qu'un système, si on veut, en guillemets, traditionnel d'enseignement apporte, c'est-à-dire que ces enfants dans ces écoles apprennent bien sûr les fondamentaux, hein, apprendre à lire, à écrire, à compter, mais surtout ce qu'on observe, c'est qu'ils apprennent d'autres compétences, de nouvelles compétences, notamment des compétences psychosociales, des compétences liées à l'intelligence émotionnelle, par exemple des compétences aussi liées à l'empathie, un peu, si vous voulez, ces compétences qu'on dit compétences du 21e siècle. Donc, bien sûr qu'on pourrait encore discuter de la notion de compétence hein, qui est discutée dans la littérature scientifique, mais c'est cette idée que on peut apprendre à maîtriser des savoirs fondamentaux, mais on peut aussi apprendre d'autres éléments de savoir qui nous permettent d'interagir, de collaborer, de travailler aussi en interdisciplinarité, etc. Alors, c'est des éléments qui sont aussi développés dans l'école publique, hein, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que dans ces écoles alternatives, il y a vraiment une prise de conscience totale de l'ensemble de ces paramètres et de ces compétences à développer et que tout ceci est, si vous voulez, mis en œuvre de manière très intégrée et coordonnée à grande échelle au sein de l'établissement, en fait. D'accord. De toute façon, on constate dans le supérieur, on a une évolution, une transformation du passage de connaissances à des compétences, donc elles sont de plus en plus importantes.
Vous parlez également de transdisciplinarité. Pour moi, la transdisciplinarité ne peut se faire que si on a la culture générale qui est capable, qui permet de comprendre, parce qu'il faut, on va dire, un bagage intellectuel de raisonnement. Comment ces écoles font le fondement qui permet ensuite de personnaliser et puis de développer ces compétences transversales? Est-ce que les fondements, si je pense par exemple pour l'exemple de la Suisse, on a, c'est le cas dans tous les pays, des plans d'études que les établissements doivent suivre, même s'ils sont des établissements privés d'une certaine manière. Donc, il y a à la fois, comme je disais tout à l'heure, des savoirs fondamentaux à maîtriser, puis disciplinaires d'une certaine manière, aussi des compétences transversales à développer. Et ces écoles, finalement, n'oublient pas les fondamentaux. Donc, elles développent, si vous voulez, des techniques d'enseignement et d'apprentissage qui permettent de penser à l'école en nature. Les enfants apprennent à compter, à lire, mais pas nécessairement sur la base d'un manuel, mais en situation, en interaction avec la nature. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on apprend à maîtriser, c'est ce qu'on appelle la culture générale, et qu'ensuite la personnalisation se fait aussi par les élèves qui apprennent à se développer en autonomie. Et comment on arrive à certifier ou à valider ces compétences du XXIe siècle? Alors, c'est non seulement les compétences, mais votre question est intéressante parce que dans la majorité de ces écoles, il n'y a pas de notes. Donc, l'idée, ce n'est pas d'acquérir un savoir préétabli qui sera évalué par un examen auquel on attribue une note. Par contre, typiquement dans des écoles qu'on a observées, les enfants ont ce qu'on appelle, nous, dans l'enseignement peut-être supérieur aussi, des portfolios. Et donc, les enfants notent dans des carnets les compétences ou les savoirs qu'ils ont acquis dans la journée, par exemple. Et tout ça fait l'objet d'une discussion avec les enseignants. Donc, c'est vraiment l'idée de l'évaluation formative euh, qui, euh, qui est promue au sein de ces établissements. D'ailleurs, lors d'une enquête de terrain dans une école alternative, c'est intéressant d'observer qu'on a abordé avec les enseignants cette question de la notation, de l'évaluation. Et puis, ils nous ont dit, mais en fait, ces élèves qui sont en école alternative depuis le début de leur scolarisation, en quelque sorte, ne savent pas ce qu'est une note, puisqu'ils n'ont jamais été notés en soi. Par contre, ils savent ce que c'est une évaluation formative, etc. Et donc, c'est intéressant, ils nous disaient, mais en fait, on leur apprend ce qu'est une note et comment se comporter par rapport à une pratique de notation. Et les élèves étaient tout à fait ouverts à comprendre ce qu'est une notation, etc. Surtout avec l'idée qu'ils vont à un moment donné réintégrer, si vous voulez, le système, je mets toujours des guillemets, hein, dit traditionnel, et là, les notations opèrent. Et donc, c'est des enfants, dans les observations aussi longitudinales qui sont faites, les études, qui ont aucune difficulté à se réintégrer ensuite dans une transition vers des systèmes plus traditionnels, y compris à l'université. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour savoir un petit peu quelles sont les trajectoires d'études quand ils rentrent dans l'enseignement supérieur? Alors, globalement, ce qui a été un peu mis en évidence, c'est qu'il n'y a pas de filière type, si on veut. C'est des profils qu'on va retrouver dans différentes filières académiques, que ce soit dans les sciences techniques, les sciences humaines et sociales et autres. Peut-être après, selon certaines pédagogies, si je pense par exemple à la pédagogie Steiner, qui développe plus la sensibilité artistique, on a peut-être là des jeunes qui vont s'orienter plutôt vers des aspects artistiques, culturels et autres, sachant qu'il n'y a pas non plus de règles absolues. Mais grosso modo, c'est des personnalités qui trouvent tout à fait à s'intégrer dans différents systèmes de formation supérieure, qu'ils soient universitaires ou de haute école appliquée, notamment. Et qui réussissent mieux que les autres ou pareil Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne réussissent pas moins bien, et tout aussi bien, voire mieux. Voilà. D'accord. Et alors, petite question de curiosité, est-ce que quand ils deviennent parents, ils mettent également leurs enfants dans ce type d'école? Alors, très honnêtement, je n'ai pas connaissance de ce type d'études, mais l'idée est peut-être au-delà de l'école alternative, mais idée à partager aussi avec le public, avec l'école dite traditionnelle, même si cette école n'est pas si traditionnelle que ça, parce qu'il y a aussi
beaucoup d'innovations pédagogiques qui ont lieu. L'idée de fond, c'est que ce développement de pédagogie alternative puisse amener des transformations plus profondes dans l'éducation au sens global, en fait. Et donc de sensibiliser les enseignants, les parents, les responsables d'établissement à la nécessité, certes, de développer des compétences disciplinaires, mais aussi ces compétences du XXIe siècle, et qu'à terme, tout ceci puisse fonctionner dans un système global où finalement, peut-être, cette idée d'alternative ne sera plus d'actualité, puisque tout sera de l'ordre de l'alternative, d'une certaine manière. Alors, vous l'avez dit, c'est des pédagogies qui placent en règle générale l'élève au centre. Est-ce que, allez, entre guillemets, n'importe quel élève peut être inscrit dans ces écoles ou est-ce que, comment il peut y avoir, enfin, c'est plutôt conseillé pour certains types de profils? Alors, encore une fois, je crois qu'on doit se garder d'être trop catégorique, mais on trouve une grande diversité d'élèves dans ces écoles, hein. Peut-être des écoles, des fois, des élèves plus en difficulté qui trouvent du coup un espace dans lequel ils peuvent plus facilement s'épanouir ou être compris ou aller plus à leur rythme dans l'apprentissage. Aussi des élèves qui fonctionnent très bien dans le public et peuvent tout à fait très bien fonctionner dans ce type d'école. Et comme je disais tout à l'heure, inversement, des élèves issus d'écoles alternatives qui peuvent tout à fait fonctionner dans le public. Donc je pense qu'il y a aussi là une grande diversité de profils et pas de profils type qu'on retrouve au sein de ces écoles alternatives. De même d'ailleurs, là on parle de l'élève, mais si je reviens par exemple à la question des parents, on a parfois l'impression que dans ces écoles alternatives, il n'y a que des gens, enfin une forme d'élite sociale qui met ses enfants dans ce type d'école. Et là aussi, on voit une grande diversité de parents et de situations sociales qui se retrouvent dans ces écoles alternatives. Avec aussi parfois de la part de ces écoles des soutiens apportés à certaines familles afin qu'ils puissent scolariser les enfants dans leur établissement avec des mises en place de crowdfunding, enfin de recherche de fonds par les réseaux sociaux. On avait des exemples assez intéressants qui étaient ressortis. Donc vraiment une grande ouverture au sein de ces écoles, une volonté de partage aussi, de mutualisation avec le système public de manière plus générale. Et est-ce qu'il y a des modèles dans l'enseignement supérieur? Alors, je ne sais pas s'il y a des modèles, mais c'est vrai qu'une de nos aspirations, c'est est-ce qu'on arriverait à co-créer l'université alternative d'une certaine manière, c'est-à-dire de développer au sein des établissements d'éducation supérieure des pratiques qui peuvent s'inspirer de ce qui se fait dans ces écoles alternatives. Alors, il y a des éléments qu'on pourrait dire qu'on retrouve dans le système universitaire et qui se développent notamment sur l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je ne sais pas, j'ai une idée qui me vient en tête, là c'est la classe inversée par exemple. C'est un dispositif qu'on retrouve, donc faire le devoir à l'école et les cours à la maison, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place au sein de l'université. Aussi la participation, donc faire participer les étudiants donc à l'université dans les cours, les impliquer aussi dans la conception de certains contenus de cours, etc. C'est aussi l'idée de mettre l'étudiant au centre dans le dispositif universitaire. Peut-être aussi en termes d'institutionnalisation de ces innovations pédagogiques, on trouve maintenant à la fois au sein des universités, voire à la marge des universités, des centres de recherche et de formation interdisciplinaire, transdisciplinaire, dans lesquels on essaie justement d'inverser les pratiques d'enseignement traditionnelles en mettant les étudiants au centre et en leur permettant de gagner en autonomie et eux-mêmes également en capacité de développer et d'acquérir ces compétences du XXIe siècle. Alors, nous, on fait beaucoup de classes inversées également. Enfin, il y a toute cette réflexion. Alors, comment, dans ces écoles, on forme les élèves à cette pédagogie? Parce que, bon, j'ai bien compris
la mise en situation, la transversalité, les compétences. Mais derrière, ce n'est pas induit et forcément évident pour les élèves. Comment on les forme à ce changement d'approche, on les prépare, on les accompagne à ce changement d'approche pédagogique? Donc, vous parlez dans les écoles, pas à Oui, l'université, oui, dans les écoles, pardon. dans ces écoles-là. Mais en fait, je ne sais pas si on leur apprend à fonctionner au sein de l'établissement alternatif en tant que tel. Par contre, tout est mis en œuvre, si vous voulez, pour rendre l'accès le plus facile possible à cette nouvelle forme d'enseignement. Alors typiquement, dans plusieurs écoles qu'on a observées, quand les élèves arrivent en classe, avant même de s'asseoir pour entrer dans une activité d'apprentissage, il y a toujours un moment d'échange qui est réalisé entre les élèves et le groupe enseignant, et chacun étant d'une certaine manière mis à niveau, et chacun peut exprimer ses émotions, ses éventuelles difficultés, etc. Et si vous voulez, c'est vraiment un état d'esprit de partage et de co-construction des savoirs qui est favorisé. Et puis, comme je disais tout à l'heure dans l'entretien, c'est ensuite typiquement voilà, apprendre en nature. Eh ben oui, à la fois les enseignantes, beaucoup d'enseignantes d'ailleurs, et les enseignants sont formés à ces pédagogies-là. Donc de plus en plus, on essaie d'outiller les enseignants. Et là, il y a encore du chemin à faire hein, aussi dans les formations, dans les établissements de formation des enseignants pour les former à ces nouvelles pédagogies. Et les enseignants sont ensuite en capacité comme vous le disiez tout à l'heure, d'accompagner l'enfant dans ce cheminement d'apprentissage dans des contextes, c'est vrai, a priori, ça ne ressemble pas forcément à une école. Quand on va voir ce genre d'établissement, bah, c'est parfois une maison en bois dans une espace de forêt. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que les élèves ne rencontrent pas forcément de difficultés à entrer dans ce type d'apprentissage parce que tout est mis en œuvre, comme je disais, au niveau de l'établissement, de la structure, au niveau des pratiques pédagogiques, tout est mis en œuvre pour faciliter cet accès aux élèves. Alors, vous l'avez évoqué hein, sur les enseignants. C'est quoi les classes sont animées par une équipe d'enseignants ou est-ce qu'on est sur le modèle avec un seul enseignant? Et puis, deuxième question derrière, comment on forme à former sur la transversalité et à la pédagogie en même temps, en sachant qu'on sait généralement qu'on est plutôt sur des formations disciplinaires et que ce n'est pas évident de mêler toutes ces disciplines. Oui. Alors, sur la première question, donc c'est très souvent des teams d'enseignants qu'on rencontre, qui travaillent vraiment, même si parfois ils se prennent en charge individuellement des groupes d'élèves, on a très souvent des groupes d'enseignants en fait qui échangent beaucoup entre eux sur les pratiques, les feedbacks aussi, les leçons à tirer de l'interaction avec les élèves, avec une vision très horizontale du partage du pouvoir et des responsabilités aussi dans l'établissement. Donc c'est vraiment l'idée du collectif, de l'intelligence collective entre les enseignants qui est favorisée. Et pour ce faire, les enseignants qu'on a vus rencontrer sont très sensibles à cette idée du travail interdisciplinaire et qui se sont parfois formés à l'heure actuelle plus sur le tas, hein, même si nous développons des formations à ce travail interdisciplinaire actuellement. Ils se forment un peu sur le tas, très ouverts à ces pratiques de transversalité. Et encore une fois, ces enseignantes et ces enseignants sont très sensibles à former les élèves à des attentes disciplinaires, si vous voulez, parce qu'ils sont très conscients aussi qu'à un moment donné, ces élèves vont réintégrer le système public, si vous voulez, globalement, et que là, ces attentes de formation en formation disciplinaire sont fortes. Et donc, c'est à la fois les former à ces attentes disciplinaires, mais aussi leur apporter, si vous voulez, ces compétences plus globales et transversales dont on a parlé. Mais il y a bien sûr un besoin aujourd'hui de former les enseignants à ces pratiques de la transversalité. Et tout ça se fait en partenariat avec
les instituts de formation des maîtres, je pense, en France, c'est ça l'intitulé, et puis en Suisse, les hautes écoles pédagogiques qui sont sensibilisées à cette question. Alors, le titre du livre, c'est Elles font débat. Quelles sont on va dire les critiques ou les principales critiques à l'égard de ces pédagogies? Alors, j'ai déjà désamorcé un petit peu les choses tout à l'heure. Une des principales critiques, c'est de dire oui, mais il y a une forme d'homogénéité des publics élèves dans ces établissements et des parents aussi. En gros, si on fait court, c'est des parents qui ont, bien sûr, parce qu'il y a des écolages à payer, donc des parents qui ont des moyens financiers importants, une forme d'élite qui peut mettre les enfants dans ce type d'établissement. Et là, ce qu'on voit, c'est aussi un certain nombre de clichés qui sont déconstruits parce qu'en fait, eh ben, ce n'est pas forcément qu'une élite qui se trouve dans ce genre d'établissement. C'est très diversifié. Ça, c'est une des principales critiques qu'on entend. Donc, il y aurait d'une certaine manière diversité dans le public, puis homogénéité dans les écoles alternatives, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, du moins du point de vue des études qui sont menées sur le terrain. Et puis, une autre critique, mais on y a aussi un peu déjà traité, on a déjà un petit peu traité, c'est l'idée qu'on n'apprendrait pas les fondamentaux dans ces écoles. En gros, nos enfants passent du temps en nature, ils se promènent, mais ils n'apprennent rien d'une certaine manière. Alors bien au contraire, ils apprennent à la fois les fondamentaux et ces compétences transversales. Et donc c'est un peu les deux grandes critiques qu'on voit très souvent émerger, mais qui sont d'une certaine manière à la nuancées, désamorcées par les enquêtes de terrain qui montrent un tout autre visage de cette, je parlais tout à l'heure de constellation des écoles alternatives. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette étude? Moi, ce qui m'a surpris, c'est un peu ce que je vous dis là, c'est d'avoir découvert un monde assez inédit en fait, en termes de. Je disais tout à l'heure, certaines écoles que l'on a visitées, puis certaines écoles qui sont aussi retraduites. On retrouve d'autres écoles dans l'ouvrage à travers les analyses des différents chercheurs. C'est très souvent même architecturalement, ça ne ressemble pas toujours à une école. Parfois, ça ressemble à une maison individuelle, parfois à un chalet dans une forêt. C'est très surprenant. Et ça a d'ailleurs, en guillemets, déstabilisé aussi. On a des étudiants qui nous ont accompagnés dans ces enquêtes de terrain, et qui étaient en formation pédagogique, et tout à coup, ils ont dit, mais en fait, ce n'est pas une école. Donc déjà, là, ça nous invite, si vous voulez, aussi, nous, à nous décentrer par rapport à nos propres représentations de ce qu'est l'école, de ce qu'on a nous-mêmes vécu en tant qu'écoliers, et de voir surtout ces enseignantes et ces enseignants à l'œuvre, en termes typiquement de techniques pédagogiques qu'ils mettent en œuvre en interaction, par exemple, avec la nature, pour transmettre des contenus scientifiques de haut niveau, d'une certaine manière. C'est assez fascinant de voir, de les voir faire, finalement, et aussi, quelque chose qui nous a, je ne sais pas si c'est surpris, en tout cas très intéressé, c'est de voir les modes de gouvernance à l'œuvre dans ce type d'établissement. Aussi des gens bénévoles qu'on a vus dans les directions d'établissements qui font ça de manière bénévole. Beaucoup, je disais aussi, de femmes impliquées dans des femmes entrepreneurs d'une certaine manière qui parfois quittent le public pour développer des écoles alternatives, prennent aussi un certain risque. Tout ça, ça nous a beaucoup, je dirais, surpris, intéressés, et puis on a estimé que c'était des éléments qu'il fallait valoriser et partager aussi avec les enseignants et les enseignantes de manière plus large, public ou privé, les responsables d'établissement, les acteurs politiques aussi. Est-ce que vous avez interrogé les gens du public? Enfin, quand je dis public, c'est on va dire les écoles entre guillemets classiques. Et est-ce que leur réaction est homogène, ou au contraire, il y a vraiment différents points de vue? Alors, il y a toujours il y a un point de vue je ne suis même pas sûr qu'il est majoritaire, mais c'est la résistance. Enfin, peut-être que parfois on a une manière d'enseigner qu'on a nous-mêmes appris en institution supérieure, et on peut craindre ces façons différentes de faire. C'est le titre du livre aussi, l'école autrement, avec un point d'interrogation. Que cet autrement, cet ailleurs, ce différent peut inquiéter certains enseignants ou certaines enseignantes.
Mais je pense qu'une grande majorité sont intéressés à ces pratiques et eux-mêmes, d'une certaine manière, individuellement souvent, le mettent en œuvre dans leur classe, peut-être à moins grande échelle, mais on retrouve des éléments des pédagogies Montessori, des pédagogies Freinet ou des écoles en forêt dans le public, d'une certaine manière, mais peut-être de manière plus homéopathique, je dirais. Et l'idée, c'est de pouvoir monter en force aussi dans le public, dans le développement de ces pratiques pédagogiques nouvelles. Mais je pense qu'il faut vraiment casser cette binarité entre public et privé et se dire qu'on fait tous partie d'un même écosystème éducatif et qu'il nous faut vraiment travailler ensemble et mutualiser nos expériences. Donc, et ça se fait typiquement dans une des écoles en forêt qu'on a étudiées. La directrice de cet établissement est également formatrice sur les pratiques pédagogiques en nature. Elle est formatrice dans une institution supérieure de formation des maîtres. Donc, il y a cette circulation aussi de connaissances, de compétences entre ces différents établissements. On arrive à la fin de l'entretien. Le rituel et la tradition dans mes entretiens, c'est que c'est l'invité qui pose la question. Quelle serait la question que vous aimeriez me poser? Alors, j'ai une question qui me turlupinait. Vous êtes dans une école de management. Hein. Oui. C'est que dans le management, il y a aussi des évolutions. Enfin, le management d'aujourd'hui n'est plus le management d'hier. Et puis, je pense peut-être sur l'aspect de gouvernance ou de compétences qui sont développées dans ces écoles alternatives, de gouvernance partagée, horizontale et autres. Et quel lien vous verriez, vous, avec ce qui se fait dans les écoles de management et dans quelle mesure ce qu'on a pu dire là, dans cet entretien, qu'on peut lire dans le livre aussi, pourrait être, pas appliqué, mais transformé, adapté dans une école de management? C'est une bonne question. Enfin, si je devais faire le lien, pour moi, il y a différentes problématiques. La première, c'est, et vous l'avez fort bien dit, c'est comment apprendre à apprendre à nos étudiants. Hein, on a des étudiants qui viennent du monde entier, qui ont connu différents systèmes scolaires. Pour ceux qui viennent de France, qui ont connu un système avec leurs avantages, hein, il n'y a pas de, mais qui avaient des logiques de préparation à des concours, à des études supérieures. Et c'est-à-dire, quand on arrive en école de management, on va réfléchir sur ce qu'on a envie de devenir, c'est comment les préparer à bien apprendre, hein, et à capitaliser sur ce qu'ils ont fait, mais à vraiment bien apprendre, à être capable de prendre des décisions. Et donc, il y a une sorte de métier de l'étudiant. C'est comment on peut faire et les aider et les accompagner en permanence par rapport à ça. Ensuite, l'autre élément qui m'intéresse, là aussi, hein, je l'ai brièvement évoqué dans une question, on assiste vraiment à une transformation de programmes qui sont basés sur les connaissances avec une progression linéaire, une année, une deuxième année, des validations de connaissances, etc. Et toutes nos agences d'accréditation, qu'elles soient françaises ou internationales, on a des évolutions qui vont vers les compétences. Et en disant, bon, bah, dans ces compétences, on va avoir des référentiels. Et le programme du futur sera des certifications de compétences articulées sur un référentiel dans une logique métier particulière. Et une fois qu'on a dit ça, c'est comment on s'organise, comment on met en situation des élèves dans ces compétences. C'est un peu la pelote de laine, parce que on dit les compétences du 21e siècle, c'est avoir l'esprit critique, mais avoir l'esprit critique, c'est avoir la culture générale, c'est être capable d'établir des hypothèses, etc. Donc, comment on prépare nos élèves, en sachant qu'on est sur des gros volumes, et avec des étudiants qui sont sur des niveaux de maturité qui sont différents. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de dire comment on peut personnaliser en garantissant un niveau important, parce que pour moi c'est une notion qui est essentielle, et on l'a vu, c'est la culture générale qui me permet de progresser, tout en prenant en compte donc comment toute cette diversité et en l'organisant. Ouais, parfait, je crois qu'on a pu échanger enfin, des éléments de toutes ces pédagogies alternatives. Puis vraiment, je pense que ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre, enfin, découvrir ce qui s'y fait et de pouvoir le partager de plus largement. Et comme vous dites, je pense dans les écoles de management, dans l'université, parce que c'est vraiment aussi des lieux
j'allais dire, d'exploration et d'incubation pédagogique qui sont vraiment intéressants. Oui, et puis c'est comment une expérience, allez, on va dire, hors salle de classe, hein, même si maintenant la salle de classe, il y a des modalités radicalement différentes, mais c'est comment transformer une expérience pédagogique, collective ou individuelle, hein, ça peut être dans un stage, dans un projet qui est fait, dans, je sais pas, comment, des activités personnelles, ou voire même, parce qu'on le voit bien au niveau de nos étudiants, dans tout ce qui est ressources complémentaires du type MOOC, Coursera, edX, comment le transformer en des éléments de compétences et éviter aussi que l'étudiant il aille un peu dans tous les sens. Allez, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il va y avoir une suite de votre livre? Alors là, il paraît ce début de mois, je pense. Donc, la suite, ça va être certainement déjà la valorisation de tout ce travail et d'échanges, éventuellement quelques événements qui vont venir. Et puis, on est surtout, je dirais que la suite va dépendre aussi de l'écho. On espère un certain écho de cet ouvrage et de pouvoir activer aussi peut-être des cellules dormantes intéressées à ces pédagogies alternatives et puis de pouvoir échanger, diffuser, intervenir dans différents contextes aussi pour parler de ces pédagogies alternatives. Merci beaucoup. Écoutez, c'était passionnant. On voit bien que de toute façon, au travers de tout le système éducatif en France ou à l'étranger, du plus jeune âge jusqu'au au doctorat, on a ces mêmes préoccupations, comment optimiser le potentiel de nos élèves. En tout cas, merci pour cet entretien et puis à très bientôt pour d'autres échanges. Un grand merci, à bientôt. Bonne suite.